Le 13 novembre dernier, l'atelier d'histoire critique recevait le journaliste Olivier Siran, auteur de l'ouvrage Sur les dents, ce qu'elles disent de nous et de la guerre sociale, paru en 2020 aux éditions La Découverte. En introduction de son propos, Olivier Siran revient sur le cas de l'ex-otage Sophie Pétronin, au cœur d'une déferlante médiatique depuis le début du mois de novembre 2021, pour avoir fait le choix de retourner vivre au Mali, où elle a été retenue par des djihadistes entre 2016 et 2020. Parmi les arguments mobilisés pour railler le choix de Sophie Pétronin de retourner vivre dans un pays où elle a pourtant passé 20 années de sa vie, on entendra notamment dans l'émission On est en direct du samedi 6 novembre la travailleuse humanitaire être qualifiée de mamie sans dents. Bonne écoute. Elle a été la cible d'une campagne assez violente de la part d'un certain nombre d'hommes politiques et d'éditorialistes, etc., qui lui reprochaient grosso modo de ne pas être plus attachée à ce magnifique pays qu'est la France et d'avoir voulu rentrer dans le pays où en fait elle a vécu de longues années. Et dans le cadre de ces attaques, elle a été également ciblée pour sa dentition. Parce que Sophie Pétronin n'a plus de dents, et donc ça a été un prétexte pour comique de cette émission du samedi soir sur France 2, de la railler, de la traîner un peu dans la boue. L'expression utilisée, c'était une mamie sans dents, ce qui a causé les rires de l'assistance autour du plateau. Alors ça nous révèle bien sûr un petit peu l'époque dans laquelle on vit, sur le plan politique et médiatique, mais ça nous rappelle aussi à quel point les dents restent un stigmate social extrêmement fort, un marqueur qui peut être réactivé à tout moment dès qu'entre en jeu en fait un rapport de domination d'un groupe social sur un autre, en l'occurrence s'agissant d'une personne qui avait été décrétée traître à la France. Donc voilà, on pouvait y aller pour en plus la mépriser pour ses dents. Et ce mépris, cette formule de mépris qui avait été utilisée dans cette émission nous rappelle l'expression qui avait été prêtée à François Hollande quand il était président de la République. Vous vous en souvenez peut-être. Sa compagne, une ancienne compagne à lui, avait raconté qu'il utilisait le terme de sans dents pour parler des pauvres, pour parler d'une population qui est régulièrement trahie par les promesses en particulier de la gauche. Donc c'est intéressant, on pourrait comme ça retracer le fil des déclarations et des signes de mépris qui s'attachent à une santé dentaire défaillante. Et du coup, c'est intéressant de se poser la question d'où ça vient ce mépris, et surtout qu'est-ce qui permet à ce mépris de s'affirmer, de s'exprimer de manière aussi publique et aussi peu contestée. À mes yeux, ça fait directement, ça entre en résonance avec le discours qu'on nous tient régulièrement, que ce soit de la part des dentistes, effectivement, mais aussi de manière plus large, des campagnes de prévention qui tendent à nous expliquer que nous sommes responsables de notre santé dentaire. Alors l'hygiène bucco-dentaire, il faut se brosser les dents, il ne faut pas consommer un certain nombre de produits, il faut avoir une alimentation saine, équilibrée, etc. Et il est vrai que si nous faisons tout ça, si nous nous brossons les dents 3 fois par jour pendant 3 minutes, pendant le temps réglementaire, si nous menons une existence vertueuse et protégée, nous aurons sans doute des dents plutôt en bonne santé. Il va de soi que cette vision des choses, à laquelle on a tous évidemment intérêt autant qu'on peut à se conformer, est en même temps extraordinairement oublieuse des conditions sociales qui font que nous avons ou non des bonnes dents ou des dents en mauvaise santé. Ces déterminismes, ils sont de toutes sortes. Je vais sans doute pas vous apprendre grand-chose, mais il faut quand même les rappeler vite fait. C'est-à-dire qu'en amont de ce qui conditionne notre santé dentaire, il y a bien sûr l'alimentation, et nous savons, un grand nombre d'études le montrent, que nous ne sommes pas égaux à cet égard, puisque justement l'accès à 5 fruits et légumes par jour,
la possibilité de ne pas être excessivement en but à des substances qui sont cariogènes, le sucre, etc., l'alcool, le tabac, et tout ça, tout ce qui dégrade nos dents, toutes les bonnes choses de la vie hein, qui font que nos dents s'usent à grande vitesse, la population n'est pas équitablement exposée à ces risques, hein, à ces facteurs de risque, bien entendu. Ça, c'est le premier point, si vous voulez, le plus évident, mais qui est quand même assez généralement nié. Moi, j'ai parlé, par exemple, avec une dentiste qui disait que, voilà, qui se moquait ouvertement des parents qui donnent des produits sucrés à leurs enfants, qui donnent des sucettes, etc., ou des boissons sucrées, comme si on était tous pareillement en capacité de choisir les produits qui sont propices à une bonne santé dentaire. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui interviennent. Il y a des violences directes dont nos dents sont les cibles. On pense par exemple aux violences policières, hein, que ce soit les coups de flashball ou de matraque dans les manifestations ou ailleurs, ou dans les quartiers où ces violences se concentrent. Bien souvent, ce sont les dents qui sont les premières cibles. Et on ne compte plus les personnes qui ont perdu des dents dans ces conditions-là. Et il faut savoir que, pareil, par exemple, la question s'est posée pour plusieurs manifestants de ces dernières années qui se sont retrouvés avec des dents détruites sous des coups de flashball. Ni la Sécu, ni même les mutuelles ne prenaient en charge les travaux de restauration dentaire, ce qui obligeait ces personnes ou leur soutien à organiser des collectes pour qu'elles puissent se faire refaire les dents. Sophie Pétronin elle-même, quand elle est revenue de captivité, elle avait perdu 4 dents. Et il est intéressant de voir que, voilà, à ce tableau, sur ce plateau de télévision, on a préféré se moquer des dents qui lui manquaient, plutôt que de se demander pourquoi elle n'avait pas pu se faire refaire les dents pendant la période durant laquelle elle était en France. Parce qu'en réalité, il est très difficile d'accéder à des soins prothétiques qui permettent de restaurer une bouche qui a été meurtrie par les accidents de la vie. Et ça, si vous voulez, c'est un peu les violences en amont hein, auxquelles on est exposé, qui montrent que les dents sont un peu au croisement de différentes formes de domination. C'est en ce sens un organe, on pourrait dire, intersectionnel, hein, puisque les personnes peuvent subir des coups, que ce soit au propre ou au figuré, du fait de leurs conditions, que ce soit de femmes, d'immigrés ou simplement de personnes pauvres. Ces violences ensuite se répercutent à une autre échelle, plus en aval, si vous voulez, de la problématique de la santé dentaire. C'est bien sûr l'accès aux soins dentaires. Mais ça, c'est un peu l'essentiel en fait du problème. En tout cas, la partie du problème qui concerne le plus de monde, l'accès aux soins dentaires, nous est toujours présenté comme universel. Tout le monde a droit à des soins dentaires gratuits, c'est ce qu'on nous répète. Tout le monde peut se faire soigner les dents gratuitement. En réalité, c'est faux. D'abord, pour une première raison, c'est qu'un certain nombre de patients ont du mal à trouver un dentiste qui veut bien les soigner. C'est le cas, par exemple, des allocataires de la CMU, hein, la couverture maladie universelle. En 2015, une étude de Médecins du Monde qui a fait un testing comme ça auprès d'un certain nombre de cabinets dentaires a démontré que à peu près, je crois, 35% des cabinets dentaires refusaient de prendre en charge les patients sous couverture maladie universelle. Cette proportion s'élève à 50% dans le cas des patients qui disposent de l'AME. Et dans une ville comme Paris, la proportion monte même respectivement à 50 et 70% d'impossibilité à trouver un dentiste qui veut bien vous soigner.
Euh, Ensuite, il y a à l'étage supérieur, si vous voulez, de cette pyramide, il y a tout simplement l'accès aux soins chez les dentistes en général, même si vous disposez, si vous disposez de la Sécu, vous disposez d'une mutuelle. En réalité, bien souvent, c'est très compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que les soins dentaires en France sont organisés de manière assez curieuse. La santé en général, comme vous le savez, la médecine en général, elle est organisée d'un côté par une branche de médecins, de praticiens libéraux, et puis d'autre part, vous avez un service public, un service hospitalier qui marche plus ou moins bien, plutôt moins bien que bien par les temps qui courent. Mais c'est grosso modo le modèle. Chez les dentistes, c'est pas comme ça. Le système de soins dentaires est basé à 80% sur les libéraux, c'est-à-dire sur des dentistes qui doivent faire entrer de l'argent pour équilibrer leurs comptes et pour de préférence dégager des revenus qui leur permettent de vivre en général plutôt bien. En moyenne, on considère qu'un dentiste gagne à peu près 10 000 euros par mois, ce qui est quand même plutôt un revenu correct, plus que correct. Et pour qu'un dentiste puisse amortir à la fois les frais d'investissement, qui sont très importants, s'agissant de technologies très coûteuses, eh ben, il doit plus donc assurer ses revenus, ses propres revenus, il doit faire entrer de l'argent. Comment va-t-il faire entrer de l'argent? C'est toute la difficulté, sachant que le système de soins est organisé au niveau donc des libéraux par une mise en concurrence des soins qui sont effectivement gratuits, qui sont donc remboursés par la Sécu ou par les mutuelles, et qui de ce fait-là sont plafonnés au niveau du coût. C'est-à-dire que par exemple un détartrage sera est plafonné à 40 euros et quelques, je crois 43 euros et quelques si ma mémoire est bonne. Mais du coup, en fait, un dentiste, il va considérer que 43 euros, c'est rien. C'est rien, c'est d'autant moins que rien s'il fait ce détartrage correctement. Un détartrage fait correctement, ça prend au minimum une demi-heure, ou plutôt 3/4 d'heure même, si on veut le faire bien. Or, c'est très important, en fait, de faire un détartrage correctement, parce que s'il est fait expéditivement, en fait, ça va fragiliser vos dents, ça va multiplier les chances d'attraper plus tard, de développer des infections ou des caries, etc. Donc, ça paraît un geste assez anodin. Vous êtes content que le dentiste veuille bien vous faire un détartrage gratuit, donc vous ne pensez pas à mal si au bout d'1/4 d'heure, le travail a été fait. Mais en réalité, le système est conçu de telle manière à ce que ces soins sont bâclés. Ces soins sont bâclés, pas seulement le détartrage, mais toute une série en fait d'actes qui sont les actes qu'on appelle conservateurs, donc des actes qui permettent de préserver vos dents contre les agressions qu'elles subissent et donc leur permettre d'éviter plus tard des problèmes plus sérieux. Ces soins-là sont structurellement bâclés, même quand vous y avez accès, même quand vous avez la chance de vivre dans un endroit, un centre-ville, plutôt qu'une zone rurale ou certains quartiers de banlieue, où trouver un dentiste est déjà en soi très compliqué. Et à supposer que vous en trouviez un et qu'il vous soigne, vous pouvez être à peu près sûr que ces actes, ces gestes-là seront expédiés et généreront des problèmes plus tard, quelques mois plus tard, parfois quelques années plus tard. Et c'est intéressant parce que ce qui est un peu le fondement en fait de ce système, c'est l'idée du contrat. Le contrat, vous allez chez un dentiste, il vous soigne, vous le payez ou lui est payé directement par la Sécu. Le boulot a été fait, vous rentrez chez vous et on n'en parle plus. L'idée que en fait, le dentiste a une responsabilité par rapport aux conséquences d'actes qui ont été bâclés ne se pose jamais pour les dentistes. En tout cas, eux, bien souvent
ne se considèrent pas comme responsables, tout en vous considérant vous comme responsable pour votre hygiène bucco-dentaire et on vous morigénera si on considère que vous avez été négligent à ce niveau-là. Alors quand je parle des dentistes, je ne veux pas avoir l'air de jeter l'anathème sur toute une profession. Il y a un certain nombre de dentistes qui essayent de faire correctement et consciencieusement leur métier. Mais pour eux, c'est en fait très difficile. J'ai rencontré un dentiste qui se qualifie lui-même de dentiste marxiste, donc il a toute une réflexion sur sa profession. Réflexion qui lui vaut d'être un petit peu à part, si vous voulez, par rapport à ses confrères. Et c'est assez incroyable, mais ce dentiste est vraiment en souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, il a des journées absolument délirantes. Il commence très tôt, il finit très tard. Il essaye de soigner tout le monde le mieux qu'il peut, mais du coup, il ne s'en sort pas. C'est-à-dire que réellement, à la fin du mois, il a tout juste de quoi payer le loyer de son cabinet et de quoi rembourser les différents emprunts bancaires qu'il a passés pour l'ouvrir, ce cabinet. À l'autre extrémité de cette profession, vous avez des dentistes qui gagnent extrêmement bien leur vie. Pourquoi ? Parce que précisément, soit ils refusent les CMU. Quand je dis soit, ça peut être le ou exclusif ou le ou et, refus des CMU, refus aussi des personnes handicapées par exemple, refus des personnes âgées, parce que là aussi ça prend du temps, c'est pas très gratifiant au niveau des revenus. Les enfants, ça pose problème, parce que les enfants, bien souvent, ils ne viennent pas pour se faire poser des prothèses, ils viennent pour des soins de base, donc qui sont mal payés. Alors certains dentistes vont se spécialiser quand même dans les soins pour enfants, mais c'est un modèle économique très particulier qui est fondé sur le nombre et sur la rapidité des actes. Et puis par ailleurs, voilà, le problème de fond, c'est que un dentiste, aussi consciencieux soit-il, il a besoin d'avoir un certain nombre de patients qui viennent pour des soins à haute valeur ajoutée. C'est-à-dire en fait les soins qui ne sont pas régulés par la Sécu, qui ne sont pas plafonnés, qui ne sont pas remboursés, c'est-à-dire les soins prothétiques, les poses d'implants, de prothèses. Et par conséquent, il est plus intéressant pour un dentiste d'avoir affaire à une clientèle qui a à la fois les moyens et qui a à la fois qui est déjà à un stade relativement avancé dans la détérioration de sa santé dentaire. En fait, tout ce truc de prévention dont on nous rabat les oreilles, et qui encore une fois est tout à fait justifié, c'est vrai qu'on a tous tout à fait intérêt à nous brosser les dents 3 fois par jour, à éviter tous les produits néfastes, tout ce discours, en réalité, il est démenti dans les faits par la manière dont le système fonctionne, puisqu'en réalité, pour que les dentistes gagnent bien leur vie, ils ont plutôt intérêt à avoir un certain nombre de patients qui ne sont plus du tout dans le cadre d'une prévention et dans le cadre des soins conservateurs, mais qui ont besoin de soins de réfection extrêmement lourds et extrêmement coûteux. C'est là-dessus qu'ils se font leur pelote, c'est là-dessus qu'ils peuvent se payer des résidences secondaires ou tertiaires avec des piscines à bulles, etc. Et c'est ça qui est valorisé aussi bien dans la formation que plus tard, dans la vie sociale même des dentistes qui se fréquentent souvent entre eux. C'est évidemment le dentiste qui a un certain niveau de vie, qui sont les plus... qui en quelque sorte constituent la norme à suivre. Le petit dentiste qui essaye de faire du mieux qu'il peut et qui s'angoisse et qui se considère comme responsable de ses patients, qui, lorsque un geste n'a pas été tout à fait nickel, est prêt à reprendre le patient pour corriger ce qui n'a pas été bien fait, ces dentistes-là, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas très nombreux. En tout cas, je n'ai pas fait moi-même de sondage, mais de l'aveu de certains dentistes avec qui j'ai parlé. Voilà, donc on est là face à un faisceau d'inégalités et à une difficulté en fait d'accéder
aux technologies de pointe, hein, dont par ailleurs la dentisterie est à juste titre très fière. C'est vrai qu'on dispose aujourd'hui de tout l'outillage nécessaire pour que nous ayons tous d'excellentes dents. Si ce n'est pas le cas, voilà, c'est un peu pour les raisons que je vous ai dites. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors ce que vous pouvez faire, c'est aller faire ce qu'on appelle du tourisme dentaire. Vous pouvez aller dans les pays de l'Est, vous pouvez aller en Hongrie, en Pologne, vous pouvez aller au Maroc, vous pouvez aller en Espagne, où les tarifs sont effectivement bien plus attractifs. Et donc des cliniques dentaires un peu bas de gamme ont été créées dans tous ces pays pour, d'une certaine façon, capitaliser sur les conséquences des inégalités systémiques instaurées chez nous. Et puis il y a aussi, en quelque sorte, enfin il y a un autre versant de cette industrie des soins dentaires low cost, qui est celle des soins dentaires low cost, en quelque sorte relocalisés en France à travers les centres de soins dentaires associatifs qui pullulent maintenant un peu partout. Je suis sûr qu'il doit y en avoir un paquet à Lille. Le numéro 1 de ce secteur, c'est Dantego, qui a racheté énormément de centres, qui en ouvre chaque année de nouveaux. Et là, ce sont des centres où, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous êtes quand même les bienvenus. Vous êtes quand même les bienvenus, à condition que vous y alliez pour des soins, justement, pour des soins lourds, hein, des soins de réfection, de restauration, des soins prothétiques qui vont, qui, même s'ils sont 20%, 30%, parfois même 50% moins chers que chez les libéraux, restent quand même assez coûteux. J'ai dit que c'était des centres de soins dentaires associatifs parce qu'effectivement, le législateur a prévu que ce soit des associations à but non lucratif. C'est un peu étonnant quand même, des structures de soins privées qui ne sont pas à but lucratif. En réalité, le but lucratif est bien là, sauf qu'il est camouflé par cette enseigne rassurante, hein, pour le patient, cette enseigne de soins dentaires associatifs. On se dit c'est associatif, c'est plutôt sympathique. En réalité, le législateur, en fait, c'est la loi Bachelot de 2009 qui a organisé ça et qui a dérégulé ces centres de soins. Le seul garde-fou qui a été posé à la création de ces centres, c'est qu'ils soient associatifs. Mais en réalité, il y a plein de moyens pour contourner ce très maigre garde-fou, parce qu'en fait, il suffit que la personne qui crée un centre de soins dentaires crée par ailleurs un certain nombre d'entreprises qui vont commander, par exemple, des prothèses bas de gamme en Turquie ou dans d'autres pays, et puis les facturer très cher au centre de soins associatifs. Et ensuite, donc, le directeur ou le créateur du centre empochera la différence. C'est une pratique tout à fait usuelle et qu'on connaît bien, qui est pratiquée aussi par Dantego. Et donc, les conséquences, en fait, de cette loi sont assez catastrophiques, en tout cas pour un certain nombre de patients, parce que le législateur, la loi Bachelot, permet à toute personne, y compris à des personnes qui ne sont pas dentistes, qui ne connaissent strictement rien à l'art dentaire, d'ouvrir des centres de soins. Raison pour laquelle, par exemple, Dantego a été créé par deux jeunes diplômés d'école de commerce, à peine sortis de leur école de commerce, qui leur avait coûté dans les 20 000 euros, de frais de scolarité, à peine sortis. Fleurant qu'il y avait là un marché intéressant, se sont lancés dans la création de centres de soins dentaires. Il y a un autre cas dont vous avez peut-être entendu parler, celui des centres Dentexia. Alors Dentexia, c'est quoi? Dentexia, c'est en fait la première chaîne de centres de soins dentaires qui a été créée à la faveur de la loi Bachelot en 2011-2012. Et c'est intéressant parce que la personne qui a monté ces centres, un certain Pascal Stechen, également ancien diplômé d'une école de commerce et qui avant avait été actif surtout dans
dans le coaching d'entreprise. Il avait aussi publié un manuel à destination des agents immobiliers. Donc voilà, on voit un petit peu son caractère un peu lâche, on va dire, de son rapport à la question des soins dentaires et du droit universel à des soins dentaires de qualité. C'était peut-être pas tout à fait sa préoccupation. Il a néanmoins créé ces centres de soins dentaires. Il a trouvé des jeunes dentistes à peine sortis de fac, des dentistes étrangers, un certain nombre de dentistes qui étaient donc eux-mêmes, si vous voulez, déjà dans une situation un tout petit peu vulnérable. Et puis il a instauré ce système qui existe toujours, qui s'appelle le système du pilotage par tableau de bord. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'il a instauré, c'est un modèle économique qui consiste à soigner très vite et très mal avec du matériel bas de gamme et des prothèses importées dont on ne sait trop où, le plus possible de patients, y compris des patients désargentés, des patients souvent pas forcément d'ailleurs si pauvres que ça peut être juste des gens issus des classes moyennes qui, pour refaire leur bouche, pour refaire leur dentition, n'avaient pas les moyens de payer les 10 000, les 15 000, les 20 000 euros qui étaient demandés dans le système de santé classique, hein, celui des libéraux, qui compose 80% des 42 000 dentistes de France, et qui donc poussent la porte d'un centre de soins dentaires parce qu'on leur promet des tarifs beaucoup plus avantageux. Alors les tarifs sont plus avantageux, mais pas forcément les conditions de soins qui sont mises en pratique. Chez Dentexia, par exemple, quand vous poussiez la porte, tout de suite, il y avait quelqu'un pour vous accueillir. C'était des secrétaires médicales, c'était présenté comme des secrétaires médicales. En réalité, c'était surtout des secrétaires commerciales qui étaient là pour surtout éviter que vous ressortiez du centre sans avoir signé. Et on vous promettait monts et merveilles, on vous montrait des photos de sourires parfaits. C'est toujours aussi l'idéal du sourire hollywoodien qu'on vous met sous le nez pour vous faire rêver. Et on vous disait là, vous n'avez pas les 10 000 euros, c'est pas grave, on va vous faire des conditions favorables. On peut même vous trouver un prêt. On peut vous trouver un prêt bancaire parce qu'on est en relation avec des organismes de crédit qui peuvent vous faire des conditions de prêt tout à fait avantageuses. Et donc, si vous voulez, quand les personnes, on arrive souvent à pousser la porte d'un centre comme celui-là, c'est qu'il y a déjà un long parcours dentaire en amont, hein, et que les personnes, en fait, quand elles arrivent là, elles sont souvent déjà dans une situation un peu de détresse. Si bien qu'il est assez difficile de rester vigilant et perspicace par rapport à ce genre de pratique. Je vais vous la faire courte parce que c'est une très longue histoire Dentexia. Moi, j'en parle dans le livre, surtout à travers les témoignages de quelques victimes, hein, qui ont mené une lutte héroïque pour essayer d'obtenir justice plus tard. Ce qui s'est passé, c'est que en 2015, Pascal Stechen ayant pompé les bénéfices réalisés dans ces centres, en particulier pour s'acheter un château dans le pays bordelais, a fini par organiser son insolvabilité. C'est-à-dire qu'il pouvait plus, enfin un certain nombre de fournisseurs n'étant plus payés, ne délivrait plus le matériel et en particulier les prothèses et les implants qui étaient évidemment nécessaires aux interventions. Et donc, à partir de là, ça a périclité. Il y a eu ensuite une décision de justice qui a mis en redressement judiciaire les centres Dentexia. Et donc, à peu près, on estime à environ 3000 patients, à 3000 le nombre de patients qui se sont retrouvés littéralement le bec dans l'eau, ou plutôt le bec en totale souffrance. C'est-à-dire que des plans de soins qui avaient été entamés, avec des dents qui avaient été arrachées, ou des implants qui avaient commencé à être fixés, se sont retrouvés au milieu du gué, lâchés dans la nature. Et alors, ça peut paraître une situation extrême, mais en fait, je me suis rendu compte qu'elle était raccord avec ce que vivaient pas mal de gens qui avaient été traités
dans le système libéral plus classique. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un dentier provisoire, par exemple, qui finit assez vite par se casser ou qui vous occasionne des douleurs très fortes, qui fait que vous devez l'enlever en permanence en réalité, y compris pour les repas. Vous vous retrouvez avec des bouts de ferraille dans la bouche, des implants sur lesquels aucune prothèse n'a été posée, donc avec des bouches ravagées. Et ces personnes ont essayé par la suite de s'organiser pour obtenir justice. Mais ça, c'est une autre histoire. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler, parce que c'est une lutte sociale assez incroyable, menée dans les pires conditions. Parce qu'il faut savoir que certains d'entre vous le savent peut-être, mais quand vous vous retrouvez avec des dents manquantes, avec des douleurs invraisemblables, c'est les pires, des abcès, des pulpites aigus, c'est vraiment les pires douleurs qu'on peut éprouver. Avec Abdel Awacheria, le fondateur du collectif des victimes de Dentexia, on a eu cette expression, c'est-à-dire que c'est la douleur la plus proche de celle, enfin la douleur la plus proche de celle que peut occasionner un acte de torture en temps de paix, quoi, si vous voulez. Et donc ça crée des situations de détresse absolument incroyables. Vous aviez des gens ruinés qui s'étaient littéralement saignés aux 80 pour pouvoir payer leur plan de soins dentaires et qui se retrouvaient littéralement édentés. Et c'est là qu'on revient au cas de Sophie Pétronin que j'évoquais au début, c'est-à-dire que vous vous retrouvez face au regard de la société, au regard du monde, du premier monde, hein, qui va vous juger et vous jauger à l'état de vos dents. Et c'est extrêmement cruel. Et ça peut pousser des gens c'est le cas d'un certain nombre de victimes de dentexia, à ne plus sortir de chez elles, à rester enfermées dans leur chambre. Ça peut pousser des gens à ne littéralement plus ouvrir la bouche, à développer des stratégies en fait pour éviter de sourire, parce que le sourire risque de dévoiler vos dents, donc vous ne souriez plus. Vous ne prenez plus le repas avec des collègues, avec des amis ou même avec des gens de la famille. Et vous êtes ainsi en fait amputé dans vos conditions d'existence et dans votre rapport au monde. Et ça n'a pas que des conséquences sur le plan médical, sur le plan sanitaire, parce qu'on sait bien que les dents, c'est indispensable tout d'abord pour la mastication, c'est indispensable aussi pour notre tenue générale. Comme dit une des patientes qui m'a parlé dans le cadre de ce livre, on tient debout sur nos pieds, mais on tient aussi sur nos dents. Dès que des dents vous manquent, en fait, c'est un peu toute votre structure osseuse qui se retrouve déséquilibrée. Et en fait, les conséquences sont nombreuses et extrêmement graves. Mais c'est aussi dans votre capacité en fait à être un sujet agissant dans la société que vous êtes diminué, amoindri. Ce qui m'a poussé à développer un peu l'idée qui est plus intuitive qu'autre chose, que en fait le problème de la santé dentaire n'est pas seulement un problème de santé justement, c'est un problème social extrêmement important. Dans la mesure où, en fait, ça use aussi notre énergie, ça use notre capacité à agir. Vous êtes à plat. Ça revient très souvent dans les témoignages que j'ai recueillis, cette idée que quand vous n'avez plus de dents, ou quand vous êtes abîmé dans votre structure dentaire, vous perdez aussi une bonne partie du jus dont vous avez besoin pour tenir dans un contexte qui, on le sait, nécessite de notre part quand même une capacité assez forte à serrer les dents, justement. Quand vous ne pouvez plus les serrer, le monde devient de plus en plus difficile. Et donc c'est aussi le corps social lui-même qui est abîmé, en fait, par les conséquences de cette organisation générale des systèmes
cette organisation générale du système de soins dentaires, là, que j'ai essayé de vous résumer en quelques lignes. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que c'est un sujet proprement politique. Alors tout est politique, je sais bien, y compris la chaise sur laquelle je suis assis. Tout est politique, mais les dents sont un objet qui l'est tout particulièrement. Parce que justement, les facteurs qui déterminent notre santé dentaire et donc notre capacité à être pleinement des sujets capables de résister, capables de mordre aux besoins, sont conditionnés en fait par cette politique. Et donc le livre que j'ai fait à partir d'un certain nombre de témoignages, et aussi un peu de quelques aperçus historiques sur la question, essaye un peu de réhabiliter la dent en tant qu'objet politique. Alors il ne s'agit pas de décourager qui que ce soit à se brosser les dents et à faire attention, mais surtout il s'agit de s'interroger sur les raisons qui font que on vit en fait dans sous les auspices d'un système aussi brutalement inégalitaire. Et pourquoi la brutalité de ce système ne nous apparaît pas plus clairement. Et donc voilà, c'est une tentative un petit peu d'éclairer, de mettre un peu un coup de projecteur, avec les moyens qui sont les miens, pour essayer de remettre cette question un peu sur le devant de la scène. Parce que, en réalité, cette question est très ancienne. Au XVIIIe siècle, il y avait un moraliste calviniste du nom de Lavater qui écrivait déjà, et ça nous rappelle aussi le cas de Sophie Pétronin, il dit voilà, des gens qui ont des mauvaises dents, c'est des gens de mauvaise vie, il ne faut pas les fréquenter. À l'inverse, dit-il, les dents blanches, propres et bien arrangées, qui au moment où la bouche s'ouvre paraissent s'avancer sans déborder, et qui ne se montrent pas toujours entièrement à découvert, annonce décidément dans l'homme fait un esprit doué, poli, un cœur bon et honnête. C'est-à-dire que les dents blanches sont évidemment valorisées, survalorisées. Il y a toute une industrie aujourd'hui qui prend cette injonction en charge. Voilà, on peut aussi en parler si ça vous intéresse. Et je finirai par une remarque faite par Don Quichotte dans le fameux roman de Cervantes, donc qui remonte quand même à plus de 400 ans. Ça a été écrit au début du XVIIe siècle, et Don Quichotte, à un moment donné, explique à Sancho Panza « Car il faut que tu saches, Sancho, qu'une bouche sans dents est comme un moulin sans meule, et qu'on doit 1000 fois plus estimer une dent qu'un diamant. » Voilà. Et si vous avez des questions, je pense que c'est peut-être plus intéressant d'enchaîner sur peut-être une petite discussion. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont un peu au fait de ces questions, ne serait-ce que par leur propre expérience. Donc voilà, je proposerais bien qu'on en parle. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions? Moi j'ai une question. Ah non, question au Jacques. Voilà. Je vis à Brighton en Angleterre pour les études de sociologie. Ici, est-ce que les petits-enfants qui rentrent à l'école primaire, est-ce que c'est un indice de pauvreté, le nombre de caries qu'un enfant a à 6 ans par exemple? Est-ce que ici c'est reconnu comme indice de pauvreté? Alors, malheureusement... Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Alors, il y a, de manière générale, et c'est un peu l'écueil auquel je me suis heurté en préparant ce livre, il y a assez peu de données statistiques, de manière générale, sur la question. C'est intéressant d'ailleurs parce que ça montre aussi un peu le désintérêt des pouvoirs publics sur la question. Mais j'ai cité une étude, malheureusement je ne pourrais plus vous donner les chiffres. Il y a une étude qui indique très clairement que chez les enfants qui arrivent, qui sont en école élémentaire, parce qu'il y a déjà des caries, effectivement, y compris sur des dents de lait, chez des enfants, chez des petits-enfants, le
l'occurrence de caries chez les enfants qui sont fils d'ouvriers, par exemple, enfin, ou fils de population ouvrière, présentent beaucoup plus de caries que les enfants des catégories socio-professionnelles supérieures. Alors je ne me souviens plus du chiffre, mais ça paraît très nettement. Ça paraît très nettement, et c'est d'ailleurs assez logique, hein, puisque voilà, en termes d'alimentation, encore une fois, on n'est pas égaux, quoi. Est-ce que vous avez eu des difficultés à accéder enfin, comment l'ordre des dentistes, ils vous ont accueilli par rapport à vos questions? Alors, l'Ordre national des chirurgiens dentistes, et c'est un sujet en soi et qui mériterait un livre d'enquête à lui tout seul. Non, l'Ordre national des chirurgiens dentistes n'a pas daigné répondre à mes questions. J'avais pourtant un paquet de questions parce qu'en fait, c'est une sorte de papauté. Enfin, en France, on vit quand même dans un système assez étrange avec cette organisation des corps de santé en ordre qui date de l'époque de Vichy quand même. Donc, l'Ordre national des chirurgiens dentistes, c'est intéressant parce qu'en réalité, sa fonction devrait être de s'assurer que les dentistes respectent un certain nombre de prescriptions, à savoir déjà le serment d'Hippocrate, hein, le serment qu'ils prêtent une fois qu'ils ont passé leur thèse, etc., qu'ils deviennent dentistes. Ils s'engagent à soigner tout le monde. Il y a une très belle phrase qui dit, voilà, je dois accorder autant d'attention aux indigents à tout le monde, quoi. Donc c'est un engagement extrêmement fort auquel souscrivent les dentistes quand ils entrent dans leur carrière. Mais quand il y a des cas extrêmement flagrants où ces prescriptions sont bafouées, l'Ordre national des chirurgiens dentistes n'intervient pas. Il n'intervient pas non plus, par exemple, pour s'assurer qu'un certain nombre de garde-fous soient respectés, que ce soit, par exemple, sur la question de la stérilisation des outils. La stérilisation, c'est toujours un truc un peu compliqué, ça prend du temps, il faut mettre en place tout un process, comme on dit aujourd'hui, qui mord un peu sur le temps utile des actes rémunérateurs. Donc c'est parfois négligé. Sur ces questions-là, l'Ordre national des chirurgiens dentistes n'intervient pas. En revanche, il intervient quand un dentiste ose s'exprimer publiquement sur le fait que le système marche sur la tête. J'évoque dans le livre le cas de Bernard Jault, qui était un dentiste social qui, au début des années 1970, a essayé de monter un centre de soins dentaires accessible à tout le monde et travaillant dans la tentative, si vous voulez, ou dans l'intention de délivrer des soins de qualité à tout le monde. Et l'Ordre national des chirurgiens dentistes lui a mis immédiatement des bâtons dans les roues. Et si bien que, ça a duré des années, c'est une longue histoire qu'il a lui-même racontée dans plusieurs livres. Et il a fini sa vie au RSA. Il a fini sa vie au RSA parce qu'en fait, l'Ordre national des chirurgiens dentistes lui a finalement prononcé contre lui une interdiction d'exercer. Non pas parce qu'il avait commis des actes frauduleux ou contraires à l'éthique professionnelle, non, uniquement parce qu'il voulait soigner les pauvres et que du coup, il dénonçait le système tel qu'il fonctionnait. Et en fait, ce droit de censure exercé par l'Ordre national des chirurgiens dentistes, il pèse vraiment sur les dentistes. Celui que je suis allé voir et qui me raconte vraiment de manière très précise de l'intérieur en quoi consiste son travail et en quoi consistent tous les écueils auxquels il se heurte dans l'exercice de sa profession, il était indispensable qu'il donne un pseudo, parce que s'il l'avait fait en son propre nom, il risquait de se retrouver lui aussi en but aux sanctions de l'Ordre national des chirurgiens dentistes, etc. Alors il faut savoir qu'en plus, l'Ordre national des chirurgiens dentistes organise la justice, les tribunaux disciplinaires internes. Si vous avez forte présomption d'avoir été mal soigné ou d'avoir été victime d'un refus de soins, vous pouvez aller devant une de ces juridictions. Le problème, c'est que ce sont des pairs qui jugent
qui juge d'autres pairs. Tout ça sous l'égide d'un aréopage de notables qui sont extrêmement soucieux de maintenir en fait ce système et de maintenir la primauté des libéraux, donc des petits patrons du système dentaire avec le plus de prérogatives possible. Donc c'est très difficile et du coup le système reste verrouillé. Et voilà, juste pour finir là-dessus, l'Ordre national des chirurgiens dentistes, j'ai essayé plusieurs fois de parler avec lui, ça n'a pas été possible. La seule personne de l'ordre que j'ai pu finalement interroger vite fait, c'est un membre de l'ordre qui... en fait, c'était en passant par une voie détournée. L'ordre finance, en fait, gère une montagne d'argent, hein, puisque les dentistes libéraux sont tous membres de cet ordre et versent une cotisation qui permet à cet ordre de vivre grand train. Et une petite partie du budget de l'ordre est affectée à une opération humanitaire, philanthropique, qui s'appelle le bus dentaire social. C'est un bus avec un super équipement dentaire qui circule en Seine-Saint-Denis et qui délivre des soins à des personnes à la rue, avec un certain nombre de conditions qui sont un peu étranges. Mais donc voilà, par ce biais-là, j'ai pu accéder à quelqu'un, mais il était hors de question de poser des questions qui relèvent de la politique. C'est très difficile en fait d'aborder la question des soins dentaires sans à un moment donné poser des questions politiques. Donc voilà, ça a été vite expédié. J'ai peut-être une question sur en savoir peut-être plus sur la mobilisation des personnes qui étaient concernées par Dentexia, c'est ça? Oui, oui. Comment ils ont, et juste parce que j'ai une petite anecdote, moi je fais partie de l'atelier populaire d'urbanisme du Vieux-Lille qui est ici juste à côté. Donc nous, notre but c'est un peu de rétablir les rapports de force de locataires face à des propriétaires et quitte à des fois venir un peu nombreux pour essayer de faire bouger les choses dans des rendez-vous, en tout cas d'essayer de mobiliser le droit contre les... Et on avait une amie il y a quelques années qui avait été à l'hôpital très maltraitée, reçue, alors pas sur des questions dentaires mais à côté, et il y avait plusieurs personnes de l'association Copains Militants qui étaient venus nombreux en disant mais comment elle est reçue là, comment on lui parle, qu'est-ce qui a été fait, et le truc avait changé, enfin pas fondamentalement, mais le rapport de force avait permis que la copine soit mieux traitée, mieux entendue dans ce qu'elle voulait, et on s'était dit bah ça serait bien de faire un atelier populaire de santé comme on fait un atelier populaire d'urbanisme, et avoir un truc un peu qui puisse permettre de peser aux côtés des personnes qui sont concernées par ça. Il y a une structure à Toulouse qui s'appelle la case de santé, les centres de santé communautaires qui sont aussi des trucs qui peuvent permettre aux gens déjà qui sont plus en galère d'avoir accès à certains soins et aussi de pouvoir s'organiser un peu sur cette base-là autour des questions de santé. Donc voilà, ça m'intéressait de savoir. Oui, tout à fait. Mais ça, par exemple, c'est une très bonne initiative. Accompagner quelqu'un qui a été victime de traitements mal faits ou de traitements dégradants, de mépris, parce que parfois, enfin, il y a aussi on va utiliser un gros mot, mais un habitus, on va dire, de classe dominante, un habitus bourgeois chez un certain nombre de praticiens qui fait que réellement, vous avez l'impression qu'on vous regarde de très très haut. Et donc, oui, effectivement, ça c'est essayer de... Peut-être pas inverser le rapport de force, c'est très compliqué, mais au moins d'atténuer la violence du rapport de force en se mobilisant pour accompagner une personne. Oui, ça c'est une très très bonne idée. La principale difficulté, vous imaginez bien, c'est que quand une personne est allée un peu au bout de ce véritable cauchemar qui est en fait la perte de dents. C'est pas pour rien que c'est parfois, enfin, que ça peut être un cauchemar qu'on rêve dans nos plus mauvaises nuits, de perdre nos dents, etc. C'est pas pour rien, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement source de... c'est une hantise très profonde, et quand ça vous arrive, vous vous isolez. Le monde vous isole, mais vous vous isolez aussi de vous-même, y compris par rapport à vos proches, dans votre vie affective, amoureuse, etc. Et comme dit Abdellah Chérial du collectif des victimes, il dit vous n'avez plus qu'une envie, c'est vraiment de vous rouler en boule comme une bête blessée, quoi. Et même même avec votre femme, vos enfants, c'est très difficile d'en parler.
Donc c'est vraiment les pires conditions pour se mobiliser, pour mener une lutte collective, etc. C'est pourtant ce qu'ils ont réussi à faire, parce qu'à un moment donné, juste, ils avaient plus le choix. En fait, ce qu'ils ont fait d'abord, en fait, il y a quelques centaines de victimes de Dentexia qui grâce à Abdel, qui a pris un peu l'initiative, se sont retrouvés, ont échangé, d'abord par mail, etc. Puis ils se sont retrouvés physiquement voilà, dans 2015-2016, parce qu'en fait, donc, ils se retrouvaient avec des douleurs absolument cauchemardesques, avec des bouches démolies, avec aussi, voilà, privés les poches vides, quoi, hein, puisqu'ils avaient mis tous leurs sous dans ces traitements, et voire parfois à devoir continuer à rembourser un prêt, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, hein, certains continuent encore 5 ans après, à rembourser le charcutage de leur dentition. La première chose, évidemment, qu'ils ont essayé de faire, c'est de trouver des dentistes qui voulaient bien les reprendre pro bono, gratuitement. Parce que il y a des bons dentistes, des dentistes sociaux, des dentistes qui sont conscients de tout ça et qui sont parfois prêts à soigner gratuitement. Mais ça a été extraordinairement difficile d'en trouver quelques-uns. La plupart, dans leur grande majorité, totalement refusé d'aider. L'Ordre national des chirurgiens dentistes aussi. Alors que l'Ordre national, c'est assez intéressant parce que l'Ordre national des chirurgiens dentistes dénonçait publiquement les centres de soins dentaires comme une sorte de concurrence déloyale, hein. Mais à aucun moment ils n'ont aidé les victimes de Dentexia à trouver, juste à répondre à l'urgence vraiment la plus totale, avec des situations où des gens étaient littéralement au bord du suicide. Non seulement ils n'ont pas aidé, mais ils ont même menacé l'association de poursuites au cas où ils s'échangeraient des listes de dentistes susceptibles de prendre des soins, de prendre en charge les soins à titre gratuit. Donc ça a été très compliqué. Assez vite, bon voilà, il s'est avéré que bien sûr Pascal Stéchen ayant organisé son insolvabilité, il n'y avait pas moyen de récupérer de l'argent de ce côté-là. Du côté des autorités publiques, d'abord, ça a été une ignorance, enfin un mépris là aussi total. La première fois qu'ils ont été reçus, après avoir organisé des manifestations, après avoir organisé des rassemblements, la première fois qu'ils ont été reçus au ministère de la Santé, c'était littéralement à côté du local poubelle, quoi. Ils sont arrivés, ils étaient une dizaine, ils ont été reçus dans un local peut-être, enfin je sais pas, grand comme ça, quoi. Il n'y avait pas assez de place pour les 10 personnes, donc il n'y avait que 3 personnes qui ont pu entrer. C'était une pièce aveugle, vraiment à côté du local des poubelles. Et puis voilà, ils ont continué à se mobiliser. Paradoxalement, l'écho médiatique rencontré par la formule de François Hollande sur les sans-dents les a aidés, parce que pendant quelque temps, les médias du coup se sont un peu intéressés au truc des sans-dents, donc ça, ils ont pu un petit peu en profiter. Mais voilà, la lutte a duré presque 3 ans. Et encore une fois, vraiment une lutte héroïque. C'est-à-dire que quand ils venaient pour raconter quand ils racontaient juste leur détresse, leur situation absolument effroyable, qu'ils montraient les photos des bouches ravagées, ça percutait pas, ça n'avait aucune conséquence. En fait, il fallait qu'ils viennent avec des plans de financement, il fallait qu'ils viennent avec des chiffres, avec des statistiques, etc. Qu'ils fassent tout un travail préparatoire pour qu'on daigne les écouter. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, des personnes qui étaient individuellement dans des situations de détresse absolue, parce qu'elles ont réussi à travailler collectivement, ont retrouvé aussi de l'énergie, parce qu'en fait, ça leur a fait énormément de bien de militer, d'agir avec des personnes qui se comprenaient entre elles. Parce que même au sein de leur famille, elles étaient isolées. En réalité, personne ne pouvait comprendre ce qui leur arrivait. Et donc au sein du collectif, il y avait cette compréhension, donc ça a redonné un peu de force, et donc ils ont pu se mobiliser, et au bout du compte en 2017-2018, le ministère de la Santé a fini par leur donner raison et par
budgétisé une enveloppe de prise en charge partielle, alors pas absolue. Enfin, ils ont quand même ça, ils ont conditionné le truc jusqu'au bout. Et aujourd'hui encore, tout le monde n'a pas été soigné. Aujourd'hui encore, des gens sont dans une situation, pour certains, dans une situation terrible. Mais pour on va dire une majorité d'entre elles, les victimes ont été prises en charge. Mais ça a été au prix d'une mobilisation vraiment qui, à mes yeux, représente une page tout à fait particulière de l'histoire des luttes. Parce que lutter quand on souffre à ce point-là, c'est quand même très compliqué. Oui, quand on parle de dents, je ne peux pas m'empêcher d'abord de penser à un Américain, un États-Unien assez original qui a vécu au XIXe siècle, qui s'appelait Horace Fletcher. Et Horace Fletcher, le grand problème d'Horace Fletcher, en tant que chef d'entreprise, c'était la crainte qu'il avait de voir l'obésité se développer dans son pays, déjà au XIXe siècle. Et il avait développé toute une théorie sur la nécessité de la mastication. On sait quelle est la première phase de la digestion sur le plan physiologique. Et Horace Fletcher avait développé une théorie qu'on retrouve quelquefois d'ailleurs dans certaines pratiques dites de médecine douce, qui consistait à mâcher, à mastiquer 30 fois chaque bouchée avant de l'avaler, pour réduire la nourriture à l'état de quasiment liquide et de pré-digestion. Mais donc, ça suppose d'avoir des dents en bon état. Donc, son discours a été lié à la nécessité d'une hygiène dentaire. Mais ce que vous dites, en ce qui concerne finalement le désarroi dans lequel des personnes sans dents se trouvent. Et j'ai en tête deux exemples qui peuvent illustrer aussi votre propos. Jean Mallory, dans les derniers Boisculés, rencontre un des Groenlandais qu'il avait vu quand il était jeune et qu'il retrouve des années, plusieurs décennies après. Et le type lui dit c'est vraiment très, très désolant, j'ai perdu toutes mes dents, je peux plus manger. Alors j'ai vu un médecin danois, puisque le Groenland est tel du Danemark, et le médecin, un dentiste danois, qui m'a reçu, qui a ouvert un tiroir dans lequel il y avait une boîte, et dans cette boîte il y avait des dentiers. Et il lui avait dit essayez. J'imagine bien, dit-il à Mallory, que ces dentiers, je n'ai jamais pu les porter, puisqu'il fallait choisir dans une boîte un dentier qui était une forme de mépris finalement, une volonté de ne pas avoir pris en charge le soin dentaire de ces personnes. Et le second exemple, c'est, il y a des années de ça, dans le journal Le Monde, on avait envoyé un journaliste enquêter, rédiger un article sur les SDF à Paris. Et ce qui m'avait frappé, c'est que il avait interrogé un SDF qui expliquait que la nuit, maintenant, il ne dormait plus. Et il se déplaçait constamment la nuit. Pas seulement par peur de se faire attaquer, mais parce que une nuit, on lui avait volé un tas d'affaires et la chose la plus précieuse qu'on lui avait volée, c'était son appareil dentaire. Et il se retrouvait complètement édenté, évidemment, avec tous les problèmes. Et donc ce désarroi sur le plan social qu'entraîne l'édentation ou la perte ou l'absence de dents, c'est quelque chose dont en effet, que vous avez évoqué, mais on ne prend pas nécessairement conscience toujours. Mais c'est pour ça que c'est fascinant, c'est les histoires de dents, parce que réellement ça raconte le monde à partir d'une dent, vous pouvez vraiment raconter l'état de la société dans laquelle on vit, et notamment sur la question des appareils dentaires. Moi, par exemple, la personne qui m'a donné envie d'écrire ce livre, même si j'ai mis 20 ans à l'écrire après avoir eu cette envie, c'est un jeune gars d'un quartier de l'Essonne, d'un quartier HLM de l'Essonne, qui en fait a perdu ses dents très tôt. Enfin, il avait 20 ans et quelques, du fait d'une maladie, d'une parodontite, en fait, d'une parodontite fulgurante. Alors, il faut savoir aussi que les maladies parodontales sont extrêmement mal prises en charge, voire pas du tout. Et là, vous avez beau avoir, avec les maladies parodontales, vous avez beau avoir une bonne hygiène dentaire, etc., ça vous flingue les dents quand même. Et un jour, il va chez le dentiste pour un détartrage, et le dentiste lui dit si je vous fais le détartrage, en fait, vos dents ne tiennent plus. En fait, elles ne tiennent plus que par le tartre qui les recouvre. Alors, l'image que le copain avait trouvée, c'était celle
du vieux rafio qui ne tient plus que grâce à la rouille qui recouvre sa coque, quoi. Si vous enlevez la rouille, le navire il coule. Et c'est exactement l'impression qu'il avait du jour au lendemain de couler, quoi, de couler littéralement. Donc en fait, voilà, il s'est fait enlever toutes ses dents. On lui a fait un appareil sécu, qui a tenu même pas 1 an. Il s'est cassé très vite, juste au moment où il animait une colonie de vacances. Et après ça, en fait, c'est un peu comme pour les lunettes. Si vous les perdez, si vous les cassez trop vite, en fait, on ne va pas vous en payer d'autres. Donc, il n'avait pas droit à un deuxième appareil aussi rapidement après avoir reçu le premier, qui était pourtant défectueux, de mauvaise qualité, etc. Et donc, en fait, par une connaissance de sa mère, du quartier, il s'est fait faire un dentier de contrebande, on pourrait dire, par un dentiste, enfin un prothésiste syrien, sans papier, qui faisait comme ça, qui venait chez vous avec sa mallette, qui vous prenait l'empreinte de vos gencives, et puis qui faisait le dentier. Et lui, ça l'a fait flipper atrocement. Et puis, en fait, bon, n'ayant pas le choix, il a fini par recourir au service de ce prothésiste clandestin. Et il s'est retrouvé en fait avec le meilleur dentier de sa vie. C'est-à-dire que c'est un dentier qui a tenu plusieurs années, qui ne lui faisait pas mal. Et grâce à ce dentier, il a retrouvé aussi une partie de son énergie qu'il avait totalement perdue. Il fait partie de ces gens qui vous racontent très bien à quel point voilà, le fait de ne plus pouvoir mordre, en fait, ça vous met à plat. Et sur tous les plans. Et là, petit à petit, grâce à ce dentier, il a pu récupérer... il a pu retrouver une part de son énergie, jusqu'à ce qu'à nouveau ce dentier, mais au bout quand même je sais pas, je crois ça, il a tenu 8 ans ce dentier, c'est extraordinaire, se casse et qu'ils doivent retourner dans le système des dentiers bas de gamme. Et voilà, et c'est intéressant parce que justement, quand on parle avec lui, il raconte ses stratégies. Par exemple, quand il est avec des amis, toujours ne jamais pouvoir parler fort, pas pouvoir parler comme je le fais là en ce moment, avec des labiales, des peu que vous pouvez prononcer en toute tranquillité. Lui, s'il le fait, le dentier risque de bouger, voire de tomber. Et donc vous êtes démasqué, et c'est une expérience que malgré toutes les connaissances qu'il a accumulées sur la question, il ne peut s'empêcher de la vivre comme extrêmement humiliante. Et voilà, c'est juste un exemple des histoires invraisemblables parfois qu'on recueille lorsqu'on s'intéresse à la question. Et bien souvent, les gens, vous en doutez même pas, mais autour d'un verre, dans un bar, etc., quelqu'un qui n'est pas forcément à la rue, qui paraît pas nécessairement avoir des gros problèmes de ce côté-là, tout d'un coup se met à vous raconter une histoire, vous vous dites, bon sang, c'est incroyable. Et voilà, c'est... à force, moi en tant que journaliste social, entre guillemets, donc qui est passé pas mal de temps avec des gens pas forcément très riches, ou avec des gens actifs dans le monde syndical aussi, dans le monde du travail. C'est incroyable les dégâts que ça peut faire. Et la difficulté, encore une fois, de rester agissant, de rester militant, de rester résistant à un certain nombre d'agressions que nous subissons lorsqu'on a une dentition amoindrie. C'est tout à fait spectaculaire. Il y a peut-être un truc que beaucoup de gens ne savent pas, mais les soins dentaires sont gratuits dans les facultés d'odontologie, par exemple. Même les appareils dentaires. Après, bon, il faut être dans une ville où il y a une salle d'odontologie, mais à Lille, c'est le cas. D'accord, effectivement. Ouais. Je suis allé des années étant petit pour un appareil dentaire, même adulte qui retournait, et les soins sont gratuits. D'accord, ouais. Après, vous êtes soigné souvent par des internes, tout ça, mais qui sont chapeautés quand même par un professeur, tout ça, machin. Effectivement, ça c'est une possibilité. Puis,
Alors, il y a aussi une chose que j'ai complètement négligée, mais comme parmi beaucoup d'autres, hein, le livre est très loin d'être exhaustif, mais il y a aussi les centres de soins communaux. Et il en existe encore un certain nombre, même si malheureusement, du fait des coupes budgétaires dans les villes, ces centres ont dû réduire leur voilure et que certains ont dû même fermer. Mais il reste encore un certain nombre de centres de soins dentaires communaux où les soins sont gratuits et sont administrés par des dentistes qui ont vraiment une vocation de soignant, quoi, une vocation sociale extrêmement forte. Et c'est aussi un modèle à défendre, voire à élargir. On entend peu parler en fait. Peu de gens savent que ça existe. Oui, non, mais même en bossant en social avec le directeur machin, sur les villes où j'ai bossé, je ne savais pas que ça existait. Je ne sais pas si ça existe à Lille. Il y a deux cas qui ont évoqué en tout cas, qui sont les femmes victimes de violences. Ça, quand même, c'est assez important. Il y a un modèle hallucinant. Ça vaut le fait que tu racontes ça, parce que c'est aussi un cas important pour les femmes qui perdent leur enfance ou le coup de leur mouvement. Oui, parce que... Le cas des migrants. Oui. J'en ai rencontré un, mais c'est un cas, qui est symptomatique parce que beaucoup se retrouvent dans cette situation, des migrants qui viennent, les personnes migrantes qui viennent notamment, celles qui viennent par la route dite des Balkans, donc qui traversent des pays de l'Est au cours des frontières qu'elles traversent. Se retrouvent victimes de violences policières, y compris en France d'ailleurs, et bien souvent perdent des dents, perdent littéralement leurs dents sur le trajet. Et je suis tombé comme ça sur quelqu'un qui, voilà, je crois que c'était la police croate qui l'avait édenté à coups de matraque. C'est évidemment une situation qui est... Voilà, on sait qu'elle existe, mais elle n'est nulle part prise en charge. Enfin voilà, c'est très difficile pour ces personnes d'obtenir, je ne parle même pas d'obtenir justice, mais d'obtenir tout simplement une prothèse, un appareil dentaire, quelque chose qui leur permettrait de revivre une vie à peu près normale, au moins sur ce plan-là. Et sur la question des violences conjugales et sexistes, oui, il y a eu récemment, enfin je crois que c'était juste au moment où j'écrivais le bouquin, donc ça devait être il y a à peu près 2 ans, la comédienne Sandrine Bonner a raconté qu'elle avait été victime de violences de la part de son compagnon et qui s'était littéralement acharné sur ses dents. C'était acharné sur ses dents. Elle a perdu toutes ses dents sous les coups de poing, de tête de ce gars. Alors elle a pu, parce qu'elle dispose de certains moyens, parce qu'elle a de la notoriété, elle a un peu d'argent, etc. Donc elle a pu se faire refaire les dents de manière à peu près, je pense, convenable. Mais finalement, quand le gars a été jugé, il a pris une peine avec sursis et puis les dommages d'intérêt de quelques milliers d'euros. C'était en fait une peine tout à fait insignifiante. Tout à fait insignifiante par rapport à, je sais pas, on sait qu'il y a des gens qui partent en prison parce qu'ils ont volé 2-3 trucs à manger dans un supermarché. C'était pas le cas pour celui qui a cassé les dents de Sandrine Bonner. C'est intéressant, enfin, faut pas surinterpréter, mais on peut quand même se dire que voilà, le sourire de Sandrine Bonner représentait sans doute pour lui une cible particulière, peut-être parce que c'était un beau sourire et que il considérait à ce moment-là qu'il fallait la priver de ce sourire. Mais en fait, c'est une réalité que vivent, je ne saurais pas dire combien, parce qu'il n'y a pas de statistiques. À ma connaissance, de statistiques, je les ai cherchées, je ne les ai pas trouvées, de statistiques à ce sujet, mais j'ai rencontré une jeune femme qui a vécu ça, c'est-à-dire qu'elle s'est fait... ses dents n'ont pas été cassées tout en une fois, c'est vraiment les unes après les autres, méthodiquement, patiemment. Le père de ses 2 enfants lui a massacré les dents. Et là aussi, bien sûr, on peut se dire les dents, c'est au milieu du visage, quand vous prenez des coups, c'est dans le visage, voilà, donc c'est logique que les dents prennent cher.
Mais il y a consciemment ou inconsciemment de la part du cogneur quand même une insistance particulière à porter les coups sur les dents, parce qu'il se joue quelque chose de particulier avec les dents. Là, les dents, ça relève à la fois de l'intime et du social, ça relève à la fois d'une nécessité biologique, mais aussi ça relève aussi d'un élément de séduction. Donc, s'en prendre aux dents, c'est évidemment pas anodin. Et après, une fois qu'elle avait quitté son bourreau, enfin son tortionnaire, il a fallu ensuite là aussi trouver de l'argent pour se faire refaire les dents. Et ça, c'est encore une nouvelle et très longue épreuve pour réunir, parce que là aussi, personne ne va vous aider. Donc travailler pour essayer d'économiser quelques sous jusqu'au moment où vous serez capable de vous faire d'abord un dentier qui sera plus ou moins bonne qualité, en général plutôt de mauvaise qualité, il faut dire ce qui est, qui génère donc de nouvelles douleurs, de nouvelles souffrances. Et elle, au bout du compte, elle s'en est sortie maintenant. Elle réapprend à sourire. Elle a réappris à sourire, sauf sur les photos, dit-elle, parce qu'elle a tellement pris l'habitude déjà enfant de ne pas sourire sur les photos que c'est très difficile pour elle de s'y mettre aujourd'hui. Et elle racontait, parce qu'elle vient vraiment d'un coin de campagne du massif central, que dans la petite ville où elle a grandi, elle a été très attentive à ça très tôt. Il y avait dans sa classe justement les enfants ou les jeunes adolescents qui étaient d'une certaine catégorie sociale. C'était les enfants, je sais pas, du pharmacien, de l'avocat, voilà, des professions, on va dire, bien établies. Et puis, il y avait les autres, les enfants de paysans, les enfants de prolos, etc., qui, eux, avaient des dents, avaient déjà des dents abîmées. Et elle en avait fait un poème, je sais pas, je crois qu'elle avait 14 ans, elle a écrit un poème qui s'appelait Le sourire par terre. C'est les gens, y compris donc les jeunes, qui sourient sous cape, qui sourient comme ça, qui sourient en cachant leurs dents. Donc c'est des stratégies qui se développent très très tôt, quoi, très très tôt. Et comme elle dit, après, comme elle avait de toute façon peu de raisons de sourire au cours de sa vie conjugale, de ce point de vue-là, ça n'a pas posé de problème, mais voilà, ça a été un long chemin pour apprendre à sourire. Et ça fait encore partie de ces sujets où la parole, enfin l'action publique est totalement aux fraises. Il n'y a aucune forme de prise en charge des conséquences de ces violences. En parlant de casser les dents, moi ce qui m'a aussi énormément intéressé dans ton livre, c'est le dernier chapitre sur ce que tu parles, sur la question des dentaires et raciales aux États-Unis, avec les esclaves à qui on cassait les dents et qu'on mettait sur l'avis de recherche. Je trouvais que c'était vraiment intéressant tout ça. Oui, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert au cours de mes recherches, parce qu'en fait, j'ai essayé, c'est vraiment pas le point fort du livre, mais j'ai essayé quand même de rassembler quelques éléments aussi sur l'industrie des dents blanches, parce que qui dit négligence systématique, systémique même au niveau des soins dentaires, dit aussi industrie florissante des dents blanches pour les personnes qui ont les moyens de se conformer à l'image publicitaire, cinématographique, médiatique du beau sourire aux dents blanches. Et aux États-Unis tout particulièrement, en plus, le sourire hollywoodien, par définition, vient de là-bas, mais aussi la technologie du sourire aux dents blanches vient également de Hollywood. Il y a un dentiste qui a fait fortune, qui, à partir des années 1920, 1930, a compris qu'il y avait quand même un problème avec certaines stars de Hollywood qui étaient très glamour, mais qui avaient en fait des dents en piètre état.
et qui a donc inventé les facettes. Vous savez, c'est tout simple, ça se colle sur les dents, et comme ça a l'air nickel. Donc le temps d'une prise, ça se décollait assez vite, mais le temps d'une prise, ça allait. Il a fait fortune avec ça. Et c'est une industrie tellement florissante qu'en réalité, aux États-Unis, c'est un peu moins le cas en France, mais ça l'est tendanciellement, on va dire, mais en valeur absolue quand même beaucoup moins. Aux États-Unis, il y a un certain nombre de dentistes qui ne sont plus que ce qu'ils appellent des architectes du sourire. C'est-à-dire que, en fait, soigner vos caries, soigner vos petits problèmes, vous faire des tartrages, etc., des soins conservateurs, ça ne les intéresse absolument pas. Ce qu'ils veulent, c'est vous faire refaire le sourire, donc de préférence tout enlever, puis tout remettre, et afin que ce soit nickel, tout blanc, tout rectiligne, et que vous puissiez passer à la télé. Dans un certain nombre de milieux, c'est devenu indispensable d'avoir ce sourire parfait. Pas seulement dans les professions à haut prestige, mais même dans les professions intermédiaires, les professions du commerce par exemple. Et donc il y a aussi tout un système de prêts bancaires qui a été mis en place pour vous permettre de vous conformer au canon de beauté dentaire. Et c'est intéressant, bien sûr, parce que ça, effectivement, à l'autre versant de ce monde-là, il y a celui des millions d'Américains qui n'ont pas de dents, qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont même pas de dentier, parce que le système là-bas, enfin, il n'y a pas de sécu, donc je vous laisse imaginer les problèmes que ça peut poser au niveau dentaire. Mais quand on s'y intéresse de plus près, qu'on voit que bien entendu les populations pauvres, parmi lesquelles les Africains-Américains sont bien sûr majoritaires, prennent très très cher au niveau des dents. En fait, il y a aussi toute une histoire, effectivement, qui commence avec la traite esclavagiste, parce que les maîtres blancs des personnes réduites en esclavage se servaient littéralement dans les bouches de leurs esclaves pour se faire des dentiers. Et c'est assez incroyable, parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert là en préparant le bouquin. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de relique sacrée qui est exposée dans un grand musée Vermont aux États-Unis, qui est le dentier de George Washington. George Washington, premier président des États-Unis, figure héroïque s'il en est. Et donc son dentier, parce qu'il avait des dents, enfin une bouche dans un état absolument lamentable. Et donc il s'était fait faire un dentier. Alors je ne sais plus exactement dans quelle proportion. Il y avait certaines dents qui étaient taillées en dents d'hippopotame, ça se faisait beaucoup à l'époque. Et puis il y avait des dents d'esclaves. Alors l'historiographie officielle, l'histoire officielle dit qu'il les avait achetés, ces dents-là. Donc il était, en quelque sorte, c'était un brave homme, il les a pas arrachés de force, il les a achetés à ses esclaves. Donc il a fait marcher la loi de l'offre et de la demande, donc il n'y a rien à redire à ça. Et donc, voilà, je ne sais pas quelle était l'ampleur du phénomène, mais voilà, on pouvait se servir sur les dents de ces esclaves pour se faire des dentiers. Mais ça allait même plus loin. Il y avait aussi une pratique très, très répandue qui consistait en fait à casser un certain nombre de dents aux esclaves, en particulier les dents de devant, afin que ce soit le plus visible, pour en fait... puisque dans la représentation des Blancs, les personnes réduites en esclavage étaient physiquement à peu près toutes pareilles dans leur esprit, donc il fallait leur mettre une marque pour qu'on puisse les retrouver plus facilement au cas où elles s'enfuiraient, au cas où elles tenteraient d'échapper à leur enfer. Et donc chaque fois qu'il y avait comme ça un fugitif qu'il fallait retrouver, donc on lançait la patrouille et les chiens à sa poursuite avec un descriptif qui disait, voilà, il lui manque cette personne, il lui manque 2 dents en haut, 3 dents en bas, et voilà, et ça valait identification. Et donc voilà, j'ai été
très surpris de découvrir que voilà, c'était une pratique répandue. Il y a un historien qui a beaucoup travaillé sur la question, qui a trouvé des recensements à l'époque dans les journaux où il y avait des avis de recherche sur les fugitifs qui étaient tous identifiés à leurs dents manquantes qui avaient été préalablement arrachées. Et donc en fait, quand vous voyez que les patrouilles qui avaient été mises en place pour retrouver les fugitifs sont historiquement, c'est pas moi qui le dis, hein, ça a été dit par de nombreux historiens sont historiquement les ancêtres ou la matrice des polices actuelles aux États-Unis. C'est intéressant de voir qu'il y a aussi une continuité. Autant il y a une continuité des patrouilles envoyées avec leurs chiens pour retrouver les fugitifs et les polices d'aujourd'hui, autant il y a aussi une continuité au niveau des dents, parce que, par exemple, dans la population carcérale américaine, c'est le cas aussi en France, hein, les soins dentaires en prison, c'est un chapitre en soi, c'est un truc absolument terrible. Mais aux États-Unis, dans certains États, au Texas par exemple, les édentés, et il y en a beaucoup, parmi les détenus, et beaucoup parmi les détenus africains-américains. En fait, il n'y a plus de prise en charge du tout des soins de prothèse ou d'un simple appareil. Donc, ce qui a été décidé dans les prisons du Texas, c'est, pour répondre au problème, c'est de prendre la bouffe la bouffe servie au réfectoire, de la broyer et de la servir dans un bol. Et puis voilà, vous prenez tout ce qu'il y a dans le plateau, vous broyez tout ça, vous servez le brouet dans un bol et le tour est joué. Et ça permet de faire quelques économies. Et voilà, donc, et ça, c'est dans le pays du sourire hollywoodien. Donc c'est vous dire à quel point juste la question des dents est proprement révélatrice en fait des États et de la violence des inégalités d'une société. Est-ce que vous écriviez des gens qui sont refaits toute la dentition, enfin chez un dentiste qui fait pour les dents, j'ai vu un truc pareil, ça arrive pas mal en Europe aussi, où en gros des gens ont taillé toutes les dents qui sont sales, hein, toutes les dents en pointe, et on se met des prothèses dessus qui sont sur chaque dent, des dents plus là, qui sont genre des dents parfaites, mais bon, ça va faire ça en Turquie, je sais pas quoi. Oui. Même toutes leurs vraies dents sont taillées en pointe, avec des trucs collés. C'est ça, ouais, tout à fait. C'est juste pas des amputés. Ouais, absolument. Mais on peut évidemment se moquer des gens qui sont prêts à payer très cher et à se faire casser les dents qu'ils ont. Mais justement, quand c'est le truc sur hollywoodien, les gens vont se faire ça dans des pays forcément. C'est ça, exactement. Tout à fait, oui, absolument. Mais ça veut dire que ça montre aussi la force de cette injonction et la honte que certaines personnes peuvent ressentir en ne se conformant pas, en n'ayant pas un sourire conforme à celui que leur impose le monde de la publicité, du cinéma. Là, dans le bouquin, je parle du cas d'un concours de beauté aux États-Unis, enfin une jeune femme qui a gagné le titre de Miss Maryland et qui, pour concourir du coup au titre de Miss États-Unis, alors qu'elle avait des dents absolument impeccables, rayonnantes et tout ça, il fallait absolument qu'elle supprime le petit interstice, le diastème qu'elle avait entre les deux dents de devant, ce qu'on appelle les dents du bonheur. Chez elle, c'était vraiment minuscule, mais il fallait absolument le supprimer. Donc elle a subi des interventions hallucinantes et super douloureuses, juste pour supprimer ce minuscule espace à des fins esthétiques. Donc ce sont des codes extrêmement contraignants, extrêmement serrés et qui peuvent provoquer non seulement toutes sortes de problèmes en cascade au niveau des soins, mais qui peuvent aussi provoquer des vraies souffrances psychologiques, quoi. C'est j'ai pas lu le livre, mais est-ce que vous avez interviewé, je sais qu'il y a des déserts médicaux et que chez les dentistes aussi, et souvent c'est des dentistes espagnols ou roumains qui viennent
Non. Mm. C'est pour voir s'il y avait une différence de déontologie dans les écoles de dentisterie en Roumanie ou en Espagne. Alors, moi, j'ai pas trop entendu parler de dentistes roumains ou d'autres pays qui exerceraient dans les cabinets libéraux. Travaillent plutôt dans les centres de soins dentaires, justement, là, ces centres de soins dentaires low cost. C'est parce qu'ils sont moins chers. Et puis ils sont aussi plus vulnérables, moins insérés. Donc du coup, on peut leur imposer plus facilement des conditions de travail dégradées ou des objectifs. Vous voyez, il faut soigner tant de patients dans la journée. C'est plus facile avec... mais non, j'ai pas discuté avec un de ces dentistes-là. Le truc, c'est que bien souvent, dans le cas de Dentexia, par exemple, ils ont disparu dans la nature. Après, voilà, il y en a un ou deux qui ont été condamnés à des faibles peines. En général, c'est une interdiction d'exercer d'1 an ou 2, pas plus. Et on les retrouve pas. Est-ce que des dentistes étrangers à Dentexia, ceux qui ont été condamnés? Alors, c'était pas que des dentistes étrangers, il y avait des dentistes tout à fait français, mais il y en avait quand même, oui, il y en a quand même un certain nombre, mais même aujourd'hui, et ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, hein. Aujourd'hui, vous allez dans un centre de soins dentaires, je veux dire, vous pouvez avoir de la chance et très bien tomber sur un dentiste, étranger ou non, peu importe, qui vous soigne bien. Mais c'est vrai que ça fait un peu partie quand même du modèle économique, encore une fois, parce que comme dans ces centres, les dentistes sont salariés, il y a beaucoup de dentistes en France qui refusent le salariat parce que pour eux, c'est déjà le début du communisme, d'être salarié dans un centre de soins. Ça leur paraît complètement antinomique avec l'idée même du soin dentaire qui doit forcément se pratiquer dans le cadre libéral, dans le cadre petit patronal. Mais donc il est plus facile effectivement de trouver des dentistes étrangers. Mais alors honnêtement, je ne saurais pas dire dans quelle proportion, dans quelle mesure les dentistes de certains pays seraient moins bien formés, ou je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un problème de formation à la base ou qu'ils seraient moins compétents. La question, ça rejoignait les peines que vous évoquiez, c'est-à-dire 1 an à 2 ans d'interdiction d'exercer. Est-ce que ça concernait le territoire français? Oui, absolument. Il y a eu des dentistes étrangers qui ont été condamnés. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Il y a eu des cas comme ça, ouais. Je me demandais comment vous expliquez justement la manière dont est construit finalement le remboursement des soins de santé, avec ce qui est remboursé, ce qui n'est pas remboursé, les tarifs, et aussi si vous avez des explications sur la manière dont c'est justifié. Alors, très sincèrement, ça fait partie des questions auxquelles j'aurais du mal à répondre parce que c'est tellement absurde. En fait, les dentistes libéraux eux-mêmes, certains syndicats dénoncent parfois la modicité du coût régulé de certains, enfin du tarif régulé, pardon, de certains actes. Mais finalement, ils s'en accommodent tant qu'ils peuvent se faire de la pelote sur les soins non remboursés. Donc c'est une sorte de marché de dupes. Les pouvoirs publics ne veulent pas revoir à la hausse, ou en tout cas, que les pouvoirs publics ne souhaitent pas que les gestes les plus importants, les actes conservateurs soient payés et remboursés à une juste valeur, en fait, à un juste niveau, tout simplement par souci d'économie. Ce qui est en fait un calcul vraiment absurde, parce qu'en fait des soins qui sont du coup mal exécutés, qui sont bâclés du fait justement de la modicité de ces tarifs, finissent par générer des problèmes de santé bien plus graves plus tard. Et donc c'est à tout point de vue absurde.
Mais j'ai pas eu d'explication non officielle je sais que ça se négocie régulièrement entre syndicats de dentistes libéraux qui sont des syndicats libéraux de droite, etc. Et les caisses d'assurance maladie. C'est très opaque. Et au bout du compte, rien ne change. C'est voilà, régulièrement dénoncé, mais rien ne change. Et rien n'est fait pour permettre aux personnes qui sont directement victimes de ce système de pouvoir se faire soigner correctement ailleurs. C'est-à-dire que le principe de soins dentaires de qualité pour tous est frontalement bafoué. Et oui, c'est mystérieux. C'est tout à fait mystérieux. Je ne prétends pas avoir une réponse. Bien sûr, il y a quelques hypothèses, mais honnêtement, j'en sais rien. Pourquoi c'est à ce point, si ce n'est pour des raisons d'économie de bout de chandelle à court terme du côté des pouvoirs publics et par une sorte de cynisme professionnel de la part de la corporation des dentistes de l'autre, qui finalement accepte ce système, quoi. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Sinon, ah ouais, de la part. Tant qu'on est dans le chapitre, moi j'ai une question en tant qu'usager, parce qu'on évoque les déserts médicaux, par exemple, ce qui relèverait, je sais pas, des municipalités, dans certaines petites communes, des villages, etc. Ici, on a un pôle universitaire. Alors, effectivement, il y a une libéralisation croissante du secteur médical, avec apparemment une détérioration du secteur public, c'est-à-dire une limite d'accès, une limite dans la qualité des soins délivrés. Toutefois, quand je me rends effectivement au pôle universitaire, ça me semble être encore de qualité. Alors qu'effectivement, il y a une soupape très libérale de ce genre d'association. On va chercher les dentistes détachés où beaucoup de malfaçons sont commises. Et du coup, je ne sais pas trop en juger, parce que on parle un peu qu'est-ce que pourrait être un futur proche par rapport à ça. Est-ce qu'il y a vraiment une détérioration du secteur public dans la qualité des soins délivrés, ou alors est-ce que je ne saurais pas dire. Il y a une certaine qualité qui peut encore durer malgré Il y a des... la gangrène du système. Il y a des soins dentaires hospitaliers, effectivement, qui sont délivrés parfois par des grands pontes, dans des établissements assez prestigieux, je sais pas, à la Pitié-Salpêtrière, par exemple, ou à Rothschild, à Paris. Mais enfin, je sais par des témoignages directs que là aussi, il peut y avoir des problèmes. Et ces problèmes relèvent à la fois... Enfin, pour le coup, il ne s'agit pas d'un problème de coût, enfin pas directement, il s'agit... Enfin, au bout du compte, si, parce que si vous voulez faire en l'occurrence, par exemple, je connais personne qui a été vraiment maltraité comme ça dans un service hospitalier et qui s'est retrouvé avec un appareil dentaire absolument qu'elle ne pouvait absolument pas porter, qui la faisait souffrir atrocement. En plus, il y a eu la période Covid qui a énormément compliqué les choses. Le seul bénéfice de la période Covid, c'était le masque. Pour les personnes édentées, ça, c'est le masque, c'était une bénédiction. Mais sinon, ça a rendu les choses encore plus compliquées. Et il y avait, on a retrouvé dans ce service hospitalier les mêmes travers que chez les libéraux. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, dans certains services hospitaliers, encore la possibilité de se faire soigner gratuitement. Et puis il y a aussi des services d'urgence. Les urgences, c'est très compliqué aussi. Si vous avez tout d'un coup une infection, une pulpite aiguë et des douleurs invraisemblables, bien souvent, c'est très très difficile de trouver, justement du fait de la désertification, mais aussi du fait que les dentistes ne souhaitent en général pas répondre, les libéraux ne souhaitent pas répondre à ce genre de situation de détresse urgente. En cas d'urgence, vous n'avez guère que l'hôpital, quoi. Et en fait, comme tous les hôpitaux, loin de là, disposent d'un service dentaire, c'est extraordinairement compliqué. Mais encore une fois, je reviens à ce chiffre de 80% sur les 42 000
dentistes de France, 80% sont des libéraux. Donc ça montre un peu de toute façon le rapport de force. Donc, si vous avez de la chance par rapport à l'endroit où vous habitez, d'être près d'un endroit où sont délivrés des soins dentaires de qualité à tout le monde, c'est une grande chance, mais pour la plupart, ça ne se pose pas en ces termes-là. Et effectivement, le problème de la désertification, on n'en a pas parlé, mais moi j'habite dans un endroit où, en fait, trouver un dentiste, c'est hyper compliqué. Même si vous présentez patte blanche, si j'ose dire, quoi, même si vous avez des moyens et tout ça, il n'y a juste pas assez de dentistes, parce que les dentistes, ils aiment bien s'établir dans des endroits... c'est un peu comme les banques, souvent elles sont toutes concentrées aux mêmes endroits, les dentistes c'est pareil. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'en fait quand la profession de dentiste, de chirurgien dentiste est apparue officiellement, à la fin, au XVIIIe siècle, les premiers chirurgiens dentistes, c'était peu de temps avant la Révolution, ils se sont installés direct dans les beaux quartiers, direct. Donc c'est une vieille histoire, c'est vraiment une vieille histoire. Sauf qu'à l'époque, il y avait encore une certaine mixité, parce que dans les beaux quartiers, vous aviez les domestiques, les artisans qui vivaient quand même près des riches. Donc eux pouvaient avoir accès aux dentistes, mais évidemment, dans les quartiers malfamés, il y avait zéro dentiste, ou alors il y avait les arracheurs de dents. Mais ça, c'est encore une autre histoire, les arracheurs de dents. Oui, mais en réalité, ce qu'il faudrait, c'est étendre le secteur public. Il y a un vrai secteur hospitalier. Mais c'est ça, parce qu'en fait... Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup bougé, que la situation est à peu près toujours la même, si ce n'est qu'elle a tendance plutôt à dégénérer du fait de l'affaiblissement des centres de santé communaux, du fait de l'extension de la seule alternative qui a été mise en avant par le législateur, à savoir l'industrie des soins dentaires low cost. Et voilà, le creusement des inégalités se traduit aussi par le creusement des inégalités d'accès aux soins dentaires. Mais non, j'ai pas des éléments... En fait, là aussi, mon livre est un peu impressionniste, si vous voulez, parce qu'il y a certes des éléments factuels, il y a des éléments historiques, mais j'ai surtout essayé d'appréhender le sujet à travers la parole d'un certain nombre d'usagers, justement, de victimes, donc je me suis beaucoup intéressé aux conséquences biologiques bien sûr ou morphologiques, mais aussi psychologiques et au bout du compte sociales et politiques de la chose. Donc sur la question réellement de l'historique de ce système, le livre est très très juste, trop expéditif sans doute. Mais c'est vrai que c'est un système, on pourrait vraiment se poser la question, en fait c'est après-guerre, quand après 1945 a été mise en place la Sécu, le système hospitalier, etc. Les dents ont tout de suite été mises de côté, en fait. Alors qu'en Angleterre, à l'époque de la création du NHS, du National Health System. Service, pardon. Voilà, exactement. Donc le service de santé public en Grande-Bretagne prenait aussi en charge les soins dentaires. Et donc c'était vraiment une toute autre philosophie. Au bout du compte, aujourd'hui, je ne crois pas que les patients soient bien mieux logés à meilleure enseigne qu'en France, tellement le NHS a été torpillé depuis les années Thatcher. Mais au niveau de la philosophie, sanitaire qui a inspiré le système, on est vraiment dans une toute autre, à la base, dans une toute autre logique. Et oui, je ne saurais pas répondre à la question de pourquoi en France on a fait ce choix en 1945 de mettre
les soins dentaires dans une autre à part, quoi. Et de garder ça aux mains du petit patronat, finalement. Est-ce qu'il y a des pays où ça marche bien, les soins dentaires? Donc ça tourne autour de la France, en tout cas. Tu as évoqué les États-Unis tout à l'heure, là un petit peu la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y a d'autres pays en Europe, je sais pas, ou ailleurs, où les soins dentaires sont peut-être mieux administrés, vont plus vers les... Il y en a sûrement, mais Cuba, non? je suis... Cuba? Pardon? Cuba? Bah, sur le plan des principes, oui, certainement que Cuba, c'est très bien. Le problème, c'est que au niveau du matériel, au niveau de hein? Ils sont sous embargo aussi. Oui, tout à fait. Je veux dire, comme du coup, ils sont payés, enfin, mais c'est vrai pour les toubibs, mais c'est vrai pour les dentistes, ils sont payés une misère par l'État. Du coup, voilà, ils vont aller pour gagner quelques dollars. Aujourd'hui, à Cuba, pour survivre, il faut des dollars, donc ils vont plutôt faire taxi que soignant. Donc, Cuba, c'est de ce point de vue-là pas exemplaire. Mais oui, le système cubain, s'il était correctement financé, s'il pouvait fonctionner avec des médecins et des dentistes correctement payés, ouais, ce serait pas mal du tout, ouais, c'est clair. Franchement, je saurais pas dire. Je pense pas que personnellement, c'est pas au Venezuela que j'irais pour me faire soigner les dents, mais j'en sais rien. Et quand même, pour nuancer là-dessus aux soins gratuits, machin, oui, d'accord, il y a cette solution-là qui existe. Par contre, c'est beaucoup trop petit pour accueillir tous les gens qui ont vraiment besoin sur la métropole. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Oui, c'est ça, exactement. Des gens qui vivent là depuis 30, 40 ans, exactement. j'entends pas mal de gens qui se petits d'y aller. Et moi, chaque fois que j'en ai parlé, personne n'est au courant. Exactement. Parce qu'il y a aussi très peu d'informations, il y a très peu d'informations aussi sur les droits du patient, parce que les patientes ont des droits et ont des possibilités. Justement, le type de mobilisation là, que tu évoquais, c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Alors, juste pour un petit point d'information, le collectif des victimes de Dentexia a créé la première association d'usagers des soins dentaires qui s'appelle la Dent Bleue. Ils sont installés à Montpellier, ils ont un site internet, ils commencent à avoir des activités. Ils sont aussi en train de récolter des témoignages, des témoignages de patients en vue de la publication d'un livre blanc sur la question des soins dentaires. Et c'est des gens très valeureux, très compétents. Parce qu'en fait, très souvent, la patientèle, qui est souvent considérée par les dentistes comme un ensemble de gens qui sont souvent infantilisés, vous avez beaucoup de dentistes qui refusent d'expliquer à leurs patients ce qu'ils vont leur faire ou qui sont extrêmes, montrent souvent dédaigneux. En fait, bien souvent, les patients, au fil du temps, parce que c'est souvent des parcours de vie, les galères dentaires accumulent des connaissances et une expertise en fait sur le sujet qui vaut la peine d'être entendue. Et donc voilà, la Dent Bleue, c'est ce qu'elle essaye de mettre en avant. Elle dit tout ce qui a trait au dentaire est organisé par des gens qui n'ont jamais mal aux dents. Et c'est assez vrai. Il serait bon que les gens qui ont mal aux dents puissent avoir leur mot à dire aussi dans la manière dont ça fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec la Dent Bleue, c'est des gens très bien. Juste un truc qui est aussi intéressant dans le cas, parce que vous parlez de ton enquête sociale, mais il y a aussi plein d'artistes que moi j'ai vraiment trouvé super intéressant, parce que la danse, c'est aussi lié au développement du capitalisme en fait, à l'échelle mondiale, notamment avec le développement du sucre. Et c'est clair qu'il y a vraiment un lien direct entre le développement du sucre depuis des siècles et la détérioration des soins dentaires. Le bouquin, pour ceux qui l'ont lu, c'est vraiment un mourir de rire, il y a des scènes hallucinantes. Notamment, je pense que c'est Louis XIV, ou je sais pas qui se fait dégommer les dents à cause du sucre, si je me souviens bien. Mais oui, non, mais il y a eu comme ça une période très, très intéressante dans l'histoire où en fait, suite à la mise en place du commerce triangulaire et de la traite esclavagiste et de l'exploitation coloniale notamment des territoires aux Antilles,
petit à petit, le sucre est arrivé en France. Et quand le sucre a commencé à arriver, c'était d'abord un produit de luxe, réservé aux aristocrates, aux grands bourgeois, qui raffolaient de sucre. Et donc, les dégâts du sucre, les dégâts générés par le sucre se sont d'abord concentrés sur les bouches des emperruqués et des gens importants de cette époque, et jusqu'au sommet, c'est-à-dire effectivement Louis XIV, qui adorait les friandises, avait une bouche dans un état absolument atroce. C'est-à-dire que, en fait, en lui arrachant une dent, c'est un truc qui arrivait assez fréquemment à l'époque. On croit qu'arracher une dent, c'est facile, qu'il suffit d'une bonne pince et de tirer bien fort, mais c'est pas aussi facile, parce que si vous tirez trop fort, vous risquez d'emporter un bout de la mâchoire. Et donc, dans le cas de Louis XIV, en fait, c'est toute une partie du palais, en fait, qui a été arrachée. Et donc, ils se sont retrouvés au cours de ces repas à régurgiter les bouts de faisan, de gibier qu'il avalait par le nez. Et donc, les courtisans qui assistaient à son repas avec le sens des enluminures qui étaient le leur, ont appelé ça les fontaines du roi. Quand le roi expectorait son repas par les narines, voilà, c'était les fontaines du roi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au bout du compte, ces chirurgiens l'ont massacré au niveau des dents, mais comme par ailleurs, ils ont plutôt assuré au niveau de ses fistules anales, parce qu'il souffrait aux deux extrémités, si vous voulez. Louis XIV qui a été d'une certaine façon puni pour le code noir qu'il avait mis en place, etc., et pour la traite esclavagiste. On peut considérer ça comme une sorte de punition d'en avoir vraiment bien bavé au niveau des dents. Il a été plutôt reconnaissant vers les chirurgiens qui l'ont torturé, et c'est suite à ça que la profession de chirurgien dentiste a été reconnue en France, et que du coup un bond technologique a pu s'opérer, et que voilà, la France pendant quelques décennies s'est retrouvée vraiment à la pointe de l'art dentaire. Et les premiers dentiers qui n'étaient pas en os d'hippopotame ou en dents humaines récupérés chez d'autres, chez des malheureux, les premiers dentiers de faïence ont effectivement été inventés en France. Et voilà, c'est une histoire que je raconte parce qu'elle est assez drôle. C'était juste pile poil au moment de la Révolution française, en 1789. Voilà, le gars qui invente le dentier en porcelaine, il pensait qu'à une chose, c'est faire fortune avec. Et donc, pour son malheur, il a inventé son truc pile poil au moment où il se passait plein de choses autour de lui qui ne l'intéressaient pas du tout. Tout ce qu'il voulait, c'était fourguer ses appareils, qui, paraît-il, faisaient beaucoup de bruit quand on mangeait avec, ce qui faisait rigoler tous ses concurrents. Voilà, il y a eu des sarcasmes de la part des praticiens de l'époque. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que la France a été en première ligne. Et c'est pour ça que l'histoire des dents accompagne effectivement les grands moments de l'histoire de l'humanité, à commencer par le néolithique en fait. Parce que les dents, il faut le savoir, on va peut-être finir là-dessus, parce que je ne veux pas vous embêter trop longtemps, mais nos dents sont toujours celles qu'avaient nos ancêtres chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. Hein. Et nous avons des dents en fait qui sont conçues, qui sont en fait celles des primates, hein, qui sont conçues pour broyer une alimentation à base de viande, plutôt crue d'ailleurs, et de baies, de fruits. De fruits à coque, voilà, c'est-à-dire l'alimentation de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Et quand la révolution néolithique a déboulé et qu'on s'est mis à l'agriculture et à faire pousser des céréales et à faire du pain, ça a été une catastrophe pour les dents, parce qu'en fait les céréales ont généré une flopée de caries
qui a donné du fil à retordre à l'humanité depuis cette époque. Et alors, c'est devenu évidemment encore bien plus grave au moment de la révolution sucrière, qui elle-même est liée, comme je vous ai dit, bien sûr, à l'histoire coloniale, à l'histoire esclavagiste, etc. Donc en effet, quand on regarde ça d'un peu près, on se rend compte vraiment que, voilà, par métonymie, on peut prendre les dents et raconter le monde à partir d'elles, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant, on a appris plein de trucs. On se revoit le samedi 27 novembre, si vous voulez bien, pour une rencontre autour d'un livre aussi qui s'appelle Racisme de France, écrit par Olivier Lecourt-Grandmaison, Yann Kahn et Segbourg. Voilà. Et aussi le 13 décembre, 13 décembre, avec Pierre Stamboul sur la question de la... C'est sur l'ouvrage qui s'appelle Contre l'antisémitisme et pour le droit des Palestiniens, donc sur la question coloniale en Palestine. Voilà, ouais, donc sur la Palestine. Voilà. Et merci à tous. Et puis à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci.